Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 38 de la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Mon cher Antoine, bien le bonsoir. Les amis, salut. Donc bien content de te revoir cette semaine Jérôme, hein, tu nous as tous manqué, Ouais, je fais les émissions pairs, hein, vous avez vu. c'est ça. Mais il y a quelqu'un qui nous a encore plus manqué que toi Jérôme. Encore plus que toi. Et je sais pas si vous avez remarqué les amis, à la fin du générique de l'émission, on a une petite phrase hein, qui nous dit que tous les humains de cette émission sont libres et souverains. Et cette petite phrase, elle est de Michel Rousseau. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir Salut, à tous. Salut Michel. Bonsoir à vous deux, ça va? Super, très content de te retrouver sur Mimi. Merci beaucoup de m'accueillir, hein. Bah écoute, c'est avec un immense plaisir. Hein, tu nous accompagnes de toute manière toutes les semaines, comme je le disais. Toutes les semaines, tu clôtures notre émission avec ta citation du film Vortex, hein, qui était juste phénoménale. Et puis voilà, on arrive sur la fin de saison, on a suivi un peu tous tes travaux pendant cette année, tu as encore fait un boulot de malade. Tu vas nous expliquer tout ça. Et donc voilà, on voulait que tu reviennes ce soir, eh bien c'est parfait. Comme ça tu vas pouvoir nous parler de Terra Incognita. On avait déjà commencé à en parler un petit peu l'année dernière, mais là, en 10 mois, quel boulot, mais quel boulot les amis, vous allez voir. Et puis dans l'émission, bien comme d'habitude, on aura le courrier des lecteurs. Jérôme va nous parler de Crop Circle, parce que ça y est, la saison des crops est lancée. On fera un petit tour du côté de l'intelligence artificielle, et puis on parlera de mains non humaines qui auraient été découvertes sur des parois d'une grotte dans le Sahara. Voilà le programme de ce soir. Michel, avant de nous parler de Terra Incognita, on aimerait juste revenir sur les chiffres de Vortex. Parce que c'est incroyable ce que c'est devenu ce film à l'international. Et t'as eu un festival de récompenses impressionnant. Oui, en fait, c'est vrai que même depuis 10 mois, ça a continué à évoluer. Donc, moi, je croyais que le bébé était, entre guillemets, c'était fini, quoi, en fait, que ça allait plus trop évoluer. Et puis, là, en fait, ce qui se passe, c'est que je continue. J'ai à la fois une sorte d'agent artistique, en fait, qui continue de postuler pour moi, en fait, pour des festivals. Et puis, moi, de moi-même aussi, de temps en temps, quand je vois un festival intéressant avec une catégorie intéressante, par exemple, film symbolique, film à message, des choses comme ça, je dis, allez, je tente. Et puis, ça a continué à évoluer, si bien que là, actuellement, j'en suis à 71 awards pour le film à l'international, quoi. Donc, grosse surprise, je m'attendais pas du tout, bien sûr, à ça. Et puis, c'est bien parce que l'avantage, en fait, comme j'avais expliqué il y a 10 mois, c'est que, c'est pas flatter l'ego, en fait, c'est vraiment essayer de faire connaître le film à l'international. Donc, à chaque fois, en fait, que le film, là, par exemple, le dernier, c'était pour Malte, et ben, ça permet de faire connaître le film là-bas, et puis, voilà, d'occasionner de nouvelles ventes, et puis de faire connaître le film. Voilà, c'est super, super intéressant, quoi. Puis ça ouvre des portes, parce que c'est pas négligeable dans ce milieu d'avoir des portes qui sont ouvertes. Ça permet aussi, comme tu le disais, eh bien de financer le nouveau. Parce qu'on se rappelle que c'est toi qui as tout financé hein, sur le premier, sur tes fonds personnels. Donc voilà, moi je trouve ça très très bien que tu aies un retour sur investissement. Parce que voilà, là tu nous proposes autant déjà Vortex, il y avait un niveau qui était très élevé. Mais là, il y a un gap, quoi. Il y a un gap qui est passé, c'est hallucinant. Là, la prochaine réalisation, donc on avait parlé il y a 10 mois, c'est Terra Incognita. Donc là, on passe sur un film d'animation. Donc le travail est encore totalement différent parce que là, c'est vraiment travail sur ordi à fond à fond. Donc autant déjà sur Vortex, il y avait déjà un travail sur les effets spéciaux qui était vraiment colossal en fait. Mais si tu veux, il y avait des sorties à l'extérieur qui permettaient d'aérer un petit peu. Et puis là, la différence, c'est que avec l'animation, il faut être encore plus rigoureux, donc encore plus dur. J'ai encore essayé de mettre la barre un peu plus haut parce que faire un film d'animation seul, un long métrage seul, c'est un peu fou, mais bon, je m'aperçois il faut simplement prendre le temps en fait.
Si dès le départ tu te dis bah j'y arriverai jamais, non, c'est pas comme ça qu'il faut partir. Il faut partir dès le départ d'une idée en disant bah, ça prendra le temps qu'il faudra et donc voilà, chaque semaine je poste sur les réseaux sociaux de nouvelles images et puis là il y a une semaine j'ai fait un petit bout d'essai en fait d'une vidéo qui dure 1 minute 30 où cette fois-ci bah il y a du son avec donc j'ai mis quelques bruitages, j'ai mis ma fille pour le doublage avec moi, voir ce que ça peut rendre en fait parce que c'est bien d'avoir des photos, d'avoir des petits instants d'animation mais avoir tu vois Une l'ensemble séquence. avec le son, c'est avec une petite composition musicale, bah tout de suite voir un petit peu l'ampleur que ça peut donner au film, quoi. Ouais, gros boulot, comme tu le dis, parce que là, c'est vraiment que du travail d'animation, quoi. Donc, que de la Oui, programmation, quoi. ouais. Alors la difficulté en fait, c'est dans l'animation, c'est que le moins de petites erreurs, c'est encore pire que pour un film normal. C'est que là, Oui, oui, il parce que faut quand vraiment du sans faute et c'est vraiment très difficile. Quelquefois, on réalise des animations et puis on est un petit peu déçu du résultat, donc on est obligé de refaire une animation ça représente quand je fais une erreur, bah ça représente une journée de travail, quoi. Oui, c'est ça. Pour, Je pour une perds. scène qui peut durer 20 secondes, lorsqu'on Voilà, là filme, par bon, exemple. on la refait, on la refait, on la refait. Bon, au bout de 10 prises, on a la bonne. Mais toi, à chaque fois, pour 20 secondes, c'est des heures de boulot, quoi. Bah là, par exemple, ce matin, tu vois, je regarde l'animation qui a été exportée pendant la nuit, et puis il y avait un personnage qui s'asseyait sur un canapé, et je regarde l'animation, je fais, oh, ça rend trop bien, et je regarde le mollet du personnage qui rentre dans le canapé, Oh, et je dis, ah bah purée. non, ça va Ah pas le non, faire. merde. Donc, faut Donc, tout refaire. faut tout refaire. Ah ouais, Donc, mais là, une journée de perdue. C'est pas grave. Et ça m'apprendra à pas regarder les détails, hein. mm, C'est mm. comme ça. Tu es Après, faut être. perfectionniste, mais c'est bien en même temps parce que voilà, Ah tu bah mets là, tout ça ton pardonne cœur. pas parce que bon, maintenant que je sais que ce type de film avec Vortex, moi je m'attendais pas à ce que ça sorte au cinéma. Donc quand ça sort sur grand écran, tu vois les défauts très très grand, Oui, oui. très grand écran. Alors là, pour un film d'animation, quand t'as le mollet qui rentre dans le canapé, ça va pas le faire non plus, quoi. Donc On va tout de maintenant que suite je le sais que voir, quoi. ça peut passer au cinoche, je me dis attention parce que là, faut pas faire de bêtises parce que ça peut te gâcher tout un film. Alors, rien qu'un passage comme ça, c'est mort, quoi. Oui. Personne dit bah c'est pas sérieux, quoi, entre guillemets, c'est foutu, quoi. Et tu sais qu'on est attentif aux détails en plus pour ce genre de film. Oui, bah oui, surtout pour des films entre guillemets d'éveil un peu symbolique, bah là les gens ils regardent tout, donc Puis c'est regarde le encore mollet. pire. Si le mollet rentre dans le canapé, c'est pas bon. Et voilà. Non mais c'était prévu, c'est fait exprès. C'est Référence à Jacques symbolique. Mollet. Alors, du coup, Terra Incognita, en 2 mots, le pitch. Ce que je peux faire, c'est vous parler un petit peu du contexte de Terra Incognita, pourquoi j'ai choisi de faire ce film d'animation en 2 mots, hein. Faire une petite mise en contexte, en fait, ça se passe à la fin du 19e siècle. Donc, le synopsis, c'est un célèbre savant, donc le professeur Herbert, qui décide d'explorer l'Antarctique à l'aide d'une petite équipe. Donc, ce que je voulais faire, c'est vous parler un petit peu, bah voilà pourquoi moi ça me passionne, hein, tout l'univers steampunk, la fin du 19e siècle. Alors pourquoi j'ai choisi cette période? Parce que c'est une période vraiment passionnante et prolifique dans de nombreux domaines. Donc, on va repousser les frontières de l'espace-temps et de l'imagination. Bon, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, il y a la littérature avec Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, le symbolisme avec Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, le philosophe Nietzsche. Et il y a aussi le courant impressionniste dans la peinture. Et la construction de la Tour Eiffel en 1889, c'est quand même un truc qui est extraordinaire, une tour de 300 mètres de hauteur. Donc quand je dis qu'on repousse en fait les limites, c'est à tout niveau. Donc on le voit pour la peinture, pour les tas de choses, avec le symbolisme aussi dans la littérature. On a une vision en fait du monde qui est totalement révolutionnaire, en fait, totalement différente. C'est la naissance du courant steampunk avec le futur à vapeur où on imagine des tas de machines délirantes avec des engrenages qui fonctionnent avec la vapeur. Et puis, c'est aussi la première voiture qui date de 1885. Donc, ce sont des inventions vraiment extraordinaires dont on jouit encore aujourd'hui, quoi. Il y a la mode victorienne qui est ultra classe. Euh, on peut citer des auteurs comme Wells avec La machine à explorer le temps, ça date de 1895, L'homme invisible, La guerre des mondes. Donc c'est vraiment la science-fiction aussi qui commence à vraiment prendre beaucoup d'ampleur. Et puis il y a les inventeurs comme Nikola Tesla, il y a Thomas Edison,
des chercheurs comme Georges Lakhovsky avec l'utilisation des fréquences pour rééquilibrer le corps, guérir des maladies du cancer. Il y a la découverte des rayons X en 1895. Des trucs tout bêtes comme l'invention de la machine à laver, la création du cinéma en 1895, le vol du premier dirigeable en 1900. Et chose qui m'a aussi surpris, que j'ai appris aujourd'hui, c'est que et qui va bien me servir pour le film, parce que dans mon film, en fait, il y a quatre personnages qui accompagnent le professeur Herbert, et ces quatre personnages ont un rapport avec les quatre éléments. Et j'ai découvert aujourd'hui que la médecine à l'époque, donc à la fin du 19e, reposait encore sur les principes d'Hippocrate. On considère que le corps humain est composé des quatre éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. Donc, c'est un truc qui va super bien avec le film. Donc, je suis content de l'avoir appris. Et Inconsciemment, puis, tu l'avais inséré dans ouais, tes tout à personnages. fait, tout à fait. Ouais, ouais. Bah, en fait, tout vient au fur et à mesure. Moi, je travaille pas avec. J'ai simplement un synopsis et puis j'ai pas de scénario vraiment préétabli, parce que justement, comme je travaille avec l'animation, il y a plein de choses que je comptais faire et puis finalement ça marche pas. Donc, je suis obligé sans arrêt de réajuster mon scénario, si tu veux. Donc là, en réajustant le scénario, bah, il m'était venu l'idée en fait qu'il y avait quatre personnages, mais ils peuvent représenter les quatre éléments, quoi. Donc c'est tombé super bien. Donc si vous voulez bien, on peut regarder la bande-annonce que j'ai réalisée en décembre, parce que je me suis dit tiens, pour Noël ça serait sympa en fait de créer une petite bande-annonce, même s'il reste encore beaucoup de travail sur le film, hein. Je sais pas, il reste peut-être un an encore de travail, peut-être un peu plus, j'en sais rien. Là pour l'instant j'ai dû faire un bon tiers du film, je pense, mais il y a que les images. Et là, si vous voulez regarder quelques instants pour vous mettre dans l'ambiance du film. Ouais, on va se remémorer cette bande-annonce. Euh, Ça donne envie. Ah, tant mieux. Et moi, vraiment, j'adore cette ambiance 19e, cette ambiance Jules Vernienne. Ah ouais. J'invente un mot. c'est l'ambiance steampunk en fait, Jérôme. Steampunk. Ok, je connaissais pas l'expression. Steampunk. Ok, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Michel. Ouais, bah, j'adore. Vraiment. Ah ouais, moi Donc, j'étais passionné quand j'étais adolescent par tout l'univers de Jules Verne. Vraiment, même là, enfin, il y a énormément de choses qui m'ont passionné, hein, même tous les poètes de la période symbolique, tout ça, c'est vraiment, enfin, je trouve que ça fait partie des moments les plus prolifiques en fait de l'histoire de l'humanité. Et je pense que voilà, la fin 19e, c'est incroyable tout ce qui s'est fait, quoi. mm. Oh, par contre, t'étais un peu ambitieux sur la bande-annonce. Décembre 2023. Là, t'as pas le Décembre choix. 2023. T'as pas le Bah, choix, en fait, Michel. je voulais me donner un petit coup de pied au cul, en fait, hein. Mais le problème, c'est que j'essaie de faire une minute d'animation par semaine et j'y arrive pas, quoi. Donc, en général, je fais 30-40 secondes et bah, tu vois, les 20 secondes qui manquent, et ben, ça décale tout. Ouais. Vous vous rendez Mine de compte, rien. une minute d'animation par semaine, le boulot, quoi. Ah ouais, mais en plus, il faut vraiment que je m'y tienne, hein. J'essaie de m'y tenir au maximum. Donc, je travaille tous les jours dessus, plusieurs heures, mais
voilà, ça dépend en plus si j'ai du taf avec mon boulot ou pas en parallèle, quoi. Mm. Ah oui, on est tous pareils, hein. Si j'avais pas mon boulot à côté, que j'étais que Et, réalisateur, je pense que j'y arriverais. Je ferais que ça, tu vois. Mm. Et là, décembre 2023, je pense que je serais dans les cordes. Après, tu ouais. mets pas la pression, Michel. Et le premier, pour rappel, t'avais mis 4 ans. Donc, et t'avais pas que de l'animation, c'est ça qui est fou en définitive, c'est que là j'ai l'impression que tu vas plus vite. Oui, c'est vrai que je vais plus vite parce qu'il y a plein de choses en fait qui me permettent d'aller plus vite. Notamment, par exemple, la disponibilité des enfants qui étaient à l'école et pour tourner, c'était pas simple. Chaque fois que j'étais prêt à tourner, je disais ah bah non, finalement je peux pas, j'ai un devoir à rendre, un machin, et finalement ça repoussait d'une semaine. En fait, tu perds énormément de temps aussi là-dessus. Tu es dépendant des acteurs et là, pour le coup, Voilà, là je suis plus dépendant que de moi-même. Donc mm, même s'il y a des choses où tu vois où je me plante, ben, je sais quand même où je vais quoi. mm. Et la musique aussi, c'est toi qui l'as fait. Ouais, bah la musique, ouais, va falloir que je m'y mette aussi. Là, j'ai envie de composer, mais voilà, j'ai quelques soucis avec les logiciels qui me posent des petites misères, mais je vais recommencer à faire de la musique. J'adore. Ça me manque aussi, ça, composer de la musique. J'adore ça, quoi. Et là, je Donc, pense que pareil pour l'univers, je vais mettre beaucoup de chœurs, de choses comme ça, avoir un côté un peu grandiose, tu vois. 19e. Ouais, et puis voilà, c'est quand même la découverte d'un nouveau continent, donc il faut vraiment quelque chose qui pète, quoi. Eh ben, félicitations, Michel. Parce que Merci beaucoup. je crois qu'on se rend pas bien compte, nous, de notre côté, mais ouais, c'est un énorme travail, quoi. Mm. Si, si, moi je m'en rends compte. Moi je m'en rends compte, Jérôme. Bah, il y a 2 semaines, on a décalé la sortie du Mimi d'un jour, parce que justement, le PC, tu vois, au bout de 3-4 heures de travail, il chauffait, et ouf, ça s'est arrêté. Là, t'as tout à refaire. Donc j'imagine bien Michel, quand son traitement, il passe toute la nuit pour faire 5 minutes, t'as intérêt à avoir du sacré matériel derrière Ah pour pas ouais, avoir hier aussi, ce orage, genre de un soucis. orage. J'étais en train de Ah faire mon bon? export, j'étais à 70% de l'export. Boum, éclair, et Ah hop, ben tout voilà, ça s'éteint. fait rager. Oh, Ah purée. non! Coupure. Oh, purée. Mm. C'est reparti pour 8 heures d'export. Tu sais, Michel, pour regarder Mimi, on parle chaque semaine de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, les capacités de l'IA pour bien, justement produire des images, on le voit avec Midjourney, avec DALL-E et compagnie, c'est devenu exponentiel. Est-ce que toi, du coup, dans ta production, euh, tu t'appuies sur ces nouveaux outils pour essayer d'automatiser des tâches, d'aller plus vite, quoi, pour t'entourer d'une équipe virtuelle, mais qui te permettrait d'avancer plus rapidement. Alors non, mais pour deux raisons. Je pense déjà que pour l'aspect technique, on n'y est pas encore. Alors c'est super l'intelligence artificielle parce que ça peut te créer des photos franchement qui sont très très belles. Par contre pour la vidéo, moi je suis inscrit sur divers groupes en fait de professionnels d'intelligence artificielle pour créer justement des séquences vidéo et je trouve que ça y est pas encore quoi. Enfin pour le grand public hein. Je parle, ça va pas du tout. T'as des flashs un petit peu partout, ça clignote de partout. Enfin, c'est pas encore propre si tu veux. Ou alors, faut tout un travail derrière et tu t'aperçois que finalement, bah, le travail que tu vas faire derrière, c'est exactement la même chose que quand tu travailles sans intelligence artificielle. Donc, je préfère encore rester, tu vois, avec mes outils. Et puis, il y a un côté aussi qui me dérange dans l'intelligence artificielle, c'est que moi, ça me plaît finalement, si tu veux, entre guillemets, de m'emmerder à faire certaines choses, quoi. Si après, c'est l'ordinateur qui, en tapant trois mots-clés, qui va faire un scénario, qui va faire une séquence, bah, en fait, je crois que je vais perdre en plaisir, quoi. Ça va pas être mon truc. Alors, il y a des personnes, je comprends très bien que, voilà, et t'as trois mots-clés, faire, regarde ce que j'arrive à faire. Ouais, bah, peut-être que ça va leur plaire, mais moi, en fait, il y a plus d'intérêt, quoi. Moi, c'est la Mm. création qui m'intéresse. Et Mm. pareil, quand j'avais mon groupe de musique, il y a des groupes de musique qui adorent faire des reprises, etc. Mais moi, si c'est pour refaire quelque chose qui a déjà été fait, bah, ça m'intéresse pas non plus. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai abandonné la musique, parce que pareil, pour trouver à faire des concerts quand tu as ta propre musique,
tu essayes de créer quelque chose de nouveau, bah, la plupart des gens, c'est non, ce qui serait bien, c'est que vous fassiez une première partie avec des reprises, et en seconde partie, vous faites vos morceaux à vous. Et je dis, bah, moi, il y avait pas de concession, si tu veux. Je disais, bah non, ça m'intéresse pas, quoi. Donc j'ai abandonné la musique et je me suis dit, bah maintenant, je me mets justement dans le film et tout ça, parce que l'intérêt, c'est de créer quelque chose. Moi, je suis entre guillemets un créateur, et s'il y a plus de création par moi-même et que je suis trop entre guillemets assisté ou aidé, bah, j'ai plus de plaisir. Tu vois. Donc il y a les deux côtés. Il y a le côté technique qui pour moi il est pas encore, et puis il y a le côté création que s'il y a plus de création humaine, eh ben non, Ouais, j'ai pas envie. si tu laisses les manettes à l'IA, voilà, il n'y a plus de création humaine, comme tu le dis. Ok. Bon, mais écoute, non, mais tant mieux, au contraire, ça se justifie très bien, comme tu le dis, et puis deux, ça nous laisse toujours un peu d'espoir sur le fait que, pour le moment, on ne sera pas complètement remplacé par les IA, et ça, c'est très bien. Alors, tu nous as mis le contexte de cette période que tu apprécies tout particulièrement. Maintenant, si on va un peu plus du coup, dans le fil de l'intrigue de cette histoire Terra Incognita. Ah, alors, je peux en parler un petit peu, mais je peux pas trop rentrer en profondeur. Tu veux pas spoiler Ah non, le film? ouais, effectivement, parce que en fait, ça va être un film d'aventure et d'éveil, donc il y aura des choses que je peux pas trop divulguer. C'est pour ça que même sur les réseaux sociaux, quelquefois pour certaines séquences, tu vois, je diffuse uniquement des photos et pas des vidéos, parce que si je parle un peu trop du film, bah pareil, ça perd de son intérêt, tu vois. Donc, je peux pas trop en parler. Après, je peux vous parler par contre, du continent de l'Antarctique, de l'histoire de l'Antarctique, si ça vous Oui, intéresse. c'est le synopsis de base de ton film. Voilà, ils vont explorer l'Antarctique. Ouais, tout à fait. Alors, je peux vous parler effectivement de l'histoire de l'Antarctique, à moins que vous vouliez qu'on parle d'abord des news et puis qu'on revienne sur l'Antarctique un peu plus loin tout à l'heure. Mais écoute, on va faire ça, tiens. On va se garder un peu de plaisir pour la fin. Comme ça vous obligera à rester jusqu'au bout si vous voulez en savoir plus. Et sur l'Antarctique et sur la vision de Michel sur l'Antarctique. Et puis ben, on va en profiter, comme tu l'as très bien suggéré, de passer au courrier des lecteurs. Alors Jérôme, bien comme chaque semaine, on a notre ami canadien David Lachance qui s'éclate Qui travaillent pour nous. sur les pareidolis des images qu'on vous présente. Je ne sais pas si tu l'as vu, celle-ci, Michel, de Oui, photographie oui, oui, la semaine dernière. Elle est vraiment oui. très, très étonnante. D'ailleurs, tu as un petit avis sur cette photo, toi? Alors, peut-être le reflet, je pense que c'est la question d'objectif avec le flair de l'objectif, qui est Mhm. intéressant. Mais par contre, sur le reste, sur le feu avec la forme de la personne, avec cette sorte de robe de mariée, là, c'est totalement différent. Là, c'est du Mhm. mal à expliquer, mais ce qui est super intéressant, c'est effectivement cette forme qui semble presque communiquer avec les individus présents dans la scène. Ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Après, Ouais. moi, j'ai fait pause sur l'image et c'est vrai que je vois des trucs partout. Donc, je pense que David a dû s'éclater. Ah bah, il s'est clairement éclaté. Et puis, moi qui ai vu son petit montage, maintenant, je ne vois plus que ça. Je peux vous dire que cette forêt, elle est habitée. Allez, je lance la vidéo et puis je vais faire des petites pauses pour que vous puissiez bien voir. Hop, déjà ici, un visage qui est derrière. On va essayer, voilà, derrière l'arbre. Ah oui. Mhm. Il voit ce premier visage. Ici, moi, je trouve beaucoup Ouais, plus flagrant celui-ci, ouais, clairement. le dragon. Hop, alors, je mets en pause, hein, si vous voulez essayer de revoir sur la photo où il était. Ensuite, là, Ah oui, effectivement. ce, ce dragon aussi. Voilà. Et puis, bon, ben oui, la forme hein, au milieu de la flamme. Voilà, Mhm. très, très habité cette photographie. Alors, pour l'effet flair, ouais, je serais plutôt d'accord avec toi, tu vois, Michel. En plus, c'est vrai que c'est au milieu de l'objectif, au-dessus de la flamme. Puis ça ressemble
on voit une espèce de petit globe, ça ressemblerait bien effectivement à une déformation de, de l'appareil photo. Mais voilà, après tout le reste est Mm. plus que surprenant. Mm. Donc voilà, merci David, merci pour ces nouvelles interprétations. Alors, Moi, comme à j'en vois d'autres en plus, hein, mais bah oui, j'en vois plein, partout. il y en a plein partout. Voilà, alors comme à chaque fois, on a des commentaires qui, parmi vous, il y en a qui en ont marre qu'on monte des paris de lit. Ça suffit, Antoine, avec tes pareils d'Oli. Je l'ai vu, je l'ai lu. Mais encore une fois, effectivement, il y en a peut-être 99% qui sont de réels paris idoles. Mais il y en a, et à force d'en parler, ça en amène d'entre vous à nous envoyer de la matière, etc. Donc il y a des choses dont on prend connaissance qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de voir finalement. Et au final, on tombe vraiment sur des choses qui sont plutôt extraordinaires. Moi, cette photo-là du feu de camp, je la trouve extraordinaire. Même celle que nous avait envoyée la semaine dernière Frank Long, où là, dans la pénombre, on voit un petit cadran là, avec 4 points. Moi, j'ai toujours pas d'explication sur celle-ci. Et moi, je trouve Allez, que le principe est vraiment intéressant parce que même si, effectivement, dans certains cas, il s'agit de les dolis, je pense que ce qui est intéressant, c'est de prendre le temps d'observer le réel, chose qu'on ne fait plus de nos jours. Et j'avais vu aussi qu'il y avait une personne, il y a quelques années, qui passait énormément de temps à observer les nuages et qui restait plusieurs heures d'affilée à observer les nuages, en fait, dans l'espoir de découvrir des ovnis de temps en temps qui passent entre les nuages. Et en fait, ce monsieur, il passe peut-être 4 ou 5 heures par jour à regarder le ciel. Et c'est incroyable, sur l'ensemble d'une année, le nombre d'ovnis qu'il voit. Et c'est là où tu te rends compte que finalement, si on ne voit pas, la plupart des gens disent, ouais, les ovnis, j'en ai jamais vu dans ma vie, mais combien de temps par jour tu observes le ciel finalement? Et si on regardait 4 ou 5 heures par jour le ciel, bon, lui, le mec, il doit être à la retraite, hein, parce qu'il faut quand même le temps, hein. 4 ou 5 heures par jour, faut le vouloir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, observer le réel, ça a aussi des avantages, c'est de redécouvrir un peu des choses qu'on ne voit pas. Oui, Euh, exactement. Même un soir une belle nuit étoilée, combien de Tout temps à vous fait. allez passer à regarder vraiment en détail toutes les étoiles, toutes les constellations. On lève les yeux comme ça, on regarde 3 secondes et puis hop. Et Exactement. si on prend du temps, on peut en voir. Mm. Effectivement. Et puis, comme on l'a toujours dit, hein, c'est une histoire de fréquence, hein. Vous êtes branché ou pas sur la fréquence, comme une radio. Si vous n'êtes pas sur la bonne fréquence, vous n'entendrez rien, vous verrez rien. Eh bien, ça s'habitue, ça s'aiguise, cette fréquence. Et comme tu le disais, Michel, eh bien, à force de s'y intéresser, d'être attentif, mais on se met de plus en plus sur la fameuse fréquence qui nous permet de voir. Et tu parlais de nuages, eh bien écoute, tu me fais une très belle transition avec la prochaine photographie de Dominique. Alors, qu'est-ce que nous voit Dominique ici? Alors déjà, est-ce que vous voyez quelque chose? Il faut habituer ses yeux, se mettre sur la bonne fréquence, comme tu. Alors, c'est pas flagrant, mais c'est pour ça quand même, je voulais quand même vous montrer cette photographie, parce que, en fait, moi j'y vois autre chose derrière cette photographie, et vous allez voir. Bon, déjà, ce que vous voyez, Dominique, ici, une gueule de serpent ouverte, je pense que la photographie de Cathy l'a un peu inspiré sur ce qu'elle voyait là. Et là, ici, elle y voit un chérubin. Alors moi, le chérubin, j'ai du mal à le voir. Alors, elle nous a fait un petit détourage. Voilà, là, la gueule du serpent. Et ici, le chérubin, vous voyez un peu la poterie comme ça de chérubin avec les ailes, etc. Je vous avouerai, je lui ai dit, hein, j'avais un peu de mal à la voir. On est dans de la pure pareidolie, c'est sûr. Mais, ce qui est intéressant, c'est effectivement, elle a été attirée donc, par ce qu'elle a vu, elle a pris la photo. Alors en réalité, à la base, elle prenait la photo de ces magnifiques fleurs violettes. Et c'est en regardant où elle s'est aperçue. Et en fait, il y a autre chose sur cette photo. Et autre chose, vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu, c'est forcément en zoomant. On va le voir. Et ça, c'est pas une mouche. Pour vous, c'est quoi, messieurs? Et pour vous, les amis, hein, mettez les commentaires dans le chat. Hein. C'est quand vous voyez comment j'ai
comment j'ai zoomé. Oui, Jérôme? Ah, je le vois, ouais. Ouais, je rezoome. Je sais pas. Non, c'est pas un oiseau non plus. Et là, en plus, j'avais pas fait gaffe. Là, regarde, là, il y a aussi un triangle avec 3 boules, là. Enfin, 3 carrés pixelisés. Ouais. Mm. Aussi. Ouais, intriguant. Mais c'est pas un oiseau. C'est... euh, et puis, on a l'impression... moi, ça me fait penser à Jean-Pierre Petit avec sa technologie EMD, là. Un peu devant, un peu derrière. Ouais, comme un petit halo de lumière autour, quoi. Voilà. Parce que alors après, ici, ça, c'est un oiseau. Ou soit un oiseau, soit un insecte. Tu vois. Mais on n'est pas dans la même... on n'est pas dans la même... ça, c'est un oiseau, ça, c'est sûr. Ça devient difficile, parce que quand ça décarré, Ouais, quand tu, dire tu ça c'est un zoomes, oiseau, pas un ça oiseau. pixelise tellement que. Mm, mm. Mais ça là-haut, voilà. C'est... Donc, je suis pas sûr que le sujet, effectivement, de la photographie, c'est ce serpent. Là, si nos amis ufologues peuvent nous éclairer de leur lanterne, pour moi, c'est ce petit point-là où il y a quelque chose, à analyser. Allez, pour finir sur la série de photographies, eh bien justement, on parlait d'OVNI la semaine dernière, on a montré une vidéo de Stéphane qui voyait au-dessus de l'île de Noirmoutier, je crois, une lumière qui clignotait puis qui disparaissait. Puis on sait toujours pas, hein. Et puis en zoomant dessus, ça fait vraiment des points très bizarres, ça change de couleur, etc. Bon, j'ai pas d'explication. Il nous en a envoyé une autre, bon, qui est plutôt rigolote, on va la passer rapidement. C'est à l'intérieur d'une petite grotte, moi je la trouve plutôt jolie cette photo, où ben voilà, il y a des beaux trolls de pierre là, qui sont fossilisés. Celui-ci est sympa, il a vraiment une tête de requin en plus, je trouve, avec les dents là. Ah oui. Mais un requin un peu préhistorique. Ouais, on voit très nettement la rangée de dents, là. Ouais, c'est impressionnant. En haut, en bas, tu mets pas la main Ouais. au milieu. Là. Voilà. Bon, je vous l'accorde, c'est de la pareidolie. Mais, allez savoir. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos, vos vidéos, lejournaldbn@gmail.com. Et puis on se fait un plaisir de les regarder ensemble et de les commenter. Alors, on m'en avait envoyé une toute dernière, Jérôme, et puis ça va faire une parfaite transition avec ton sujet. Voilà, c'est Nathalie qui a repéré ça sur Facebook. Un crop circle qui est apparu, ça y est, c'est la saison. La saison des crop circles vient d'arriver. Bien justement, c'est le sujet dont tu voulais parler ce soir, Jérôme. Exactement. Je voulais vous parler de ce crop. Alors, pour information, j'ai eu Umberto qui va intervenir dans 15 jours pour lancer cette petite chronique sur les crop circles 2023. Donc, comme tu le disais, Antoine, la saison a commencé avec ce crop qui a été vu pour la première fois le 28 mai dernier, donc à Broad Hindon, en Angleterre. Alors, moi, évidemment, je suis tombé dessus aussi. Je t'ai envoyé pas mal de photos, Antoine. Alors, la première fois que j'ai vu ce crop, j'ai quand même eu de sérieux doutes. Moi qui me suis intéressé au crop circle depuis pas mal d'années, lorsqu'on regarde un crop circle, l'endroit où est aplati le blé, pour nous faire ressortir cette figure géométrique, généralement, c'est très bien fait. Alors là, je vous laisse regarder un petit peu par vous-même comment ce blé a été aplati. Eh ben, c'est très moche. Alors, vous pouvez constater, là sur la gauche, là par exemple, vous avez vu, il faut savoir que les blés dans les vrais crop circles sont aplatis, mais en plus tressés.
de manière à, lorsqu'on regarde avec une vue aérienne ce crop, même à l'endroit où le blé a été aplati et donc tressé, ça nous fait un joli motif. Là, vous pouvez voir, hein, là tu peux redézoomer un petit peu, Antoine, ça nous fait pas des jolis motifs et on voit que c'est complètement irrégulier. Voilà. Donc, vous l'avez deviné, vous allez arriver à comprendre ce que je vais vous expliquer ce soir. Bah, ce crop n'est pas un vrai crop circle, entre guillemets. Donc, c'est un crop de confection humaine. Voilà. Et je vais vous faire voir pourquoi. Parce que je me suis intéressé à ce crop de près. Et puis, je suis tombé sur un site d'un Anglais qui a été sur les lieux, qui a fait des photos. Et vous allez voir tout de suite, vous allez tout de suite comprendre que c'est un crop de confection humaine. Déjà, si tu peux nous partager, voilà. Alors, il y a une photo vue du ciel qui est vraiment bien plongeante dessus. On voit bien la symétrie de la figure. Je sais pas si tu peux nous la partager, Antoine. Déjà, vous allez constater que, alors, vous voyez hein, la forme de ce crop. Hein, on a un cercle, bien sûr, un cercle au centre avec 6 hélices, on va dire. Hein, ça fait un peu penser aux hélices d'un mixeur, Un shuriken. un shuriken, voilà. Oui, Et aussi. alors tu peux retrouver peut-être l'image que je t'ai envoyée, Antoine, vraiment une vue aérienne bien au-dessus. Vous allez constater que Ah bah c'est les, la toute première que j'ai montrée? voilà la Ou, toute ou première. celle-ci? Ah non, celle-ci. Et là, vous voyez que ces fameuses hélices, eh bien, elles n'ont pas toutes la même taille au niveau de la largeur, au niveau, voilà. Bon, je vais vous faire voir, par exemple, si vous regardez celle qui est vraiment tout en haut, elle est beaucoup plus fine que celle d'à côté. Vous voyez? Vous voyez, si vous prenez la largeur de l'hélice et que vous la reportez avec celle qui est juste à côté à droite, eh ben, vous voyez que, et même celle d'à côté à droite, elle n'est pas parfaite, quoi. Alors que les vrais crops, ils sont parfaits. Donc, déjà, moi, petit bémol, quand je regardais de haut ce crop, je me dis, il est pas parfait, quoi. Vous voyez bien que le cercle qui fait le pourtour de cette hélice, c'est pareil, il est pas net, il est pas parfait, comme un vrai crop. Alors maintenant, Antoine, on va aller sur le terrain, on va aller voir un petit peu, parce que je vous rappelle que les vrais crop circles, si un jour vous tombez sur sur un crop, la meilleure façon de savoir si c'est un vrai ou un faux, vous allez voir justement les tiges à l'endroit où elles ont été pliées. Les vrais crop circles, euh, je vais dire que l'énergie qui les crée va jouer sur le premier nœud de la tige de blé. Il faut savoir qu'un blé a plusieurs nœuds au niveau de sa tige. Et il va jouer sur le premier nœud de cette tige et va le rendre mou comme du caoutchouc, enfin comme du chewing-gum. Il va se coucher au niveau de ce nœud et reprendre la dureté. Et après, cet épi de blé va pouvoir continuer sa croissance. Il n'est pas mort. Là, regardez un petit peu comment ça a été plié. Voilà, c'est cassé. Donc ça a été fait comme la rumeur hein, des vieux papys avec une planche ou je ne sais quoi. Voilà. Donc cette pliure n'est pas faite au niveau d'un nœud. Vraiment, on a cassé la tige de blé. Et je Ah t'ai oui, fait voir, clairement. Mm, mm. voilà, je t'ai fait voir d'autres photos aussi de ces blés qui sont étalés. On voit bien que c'est pas du tout tressé. Alors, là, il y a d'autres photos. Là, on voit bien que Ah oui, ça voilà. aplatit, là. Là, on voit bien que c'est du travail de cochon, quoi. C'est pas du travail de vrai crop circleur. Des Donc crop makers amateurs. voilà, des crop circle makers amateurs, exactement. Donc on voit bien que c'est confection humaine. Alors après, j'en ai parlé avec Umberto, hein, il me dit, mais peut-être que les personnes qui ont fait ça, bon, ils avaient une intention à la base, hein, ils ont quand même, je pense, mis sur le papier la forme de leur crop. Voilà, c'est pareil là, hein, vous voyez bien, c'est pas terrible quoi. Alors que je vous retrouverai des photos de vrais crops où par exemple cette espèce de centre là, et on voit bien que toutes les tiges de blé ont été tressées ensemble, limite ça forme un cône tressé. On a l'impression que ils se sont embêtés brin par brin à tresser tout, alors que là on voit que ça a été étalé comme des cochons quoi. Donc désolé hein, pour tous ceux qui ont vu cette news passer là. Pour moi c'est un crop humain. Alors je prends des pincettes avec parce que je pense que alors, soit ce sont des humains qui ont des bonnes intentions, qui veulent faire des vrais crops, comme j'en parlais avec Umberto tout à l'heure,
Et puis, ils ont quand même pris en compte une géométrie sacrée pour le faire. Et puis, ils vont laisser ça comme ça, hein. Ou alors, ce sont de petits malins qui ont fait ça, qui vont laisser un petit peu le truc se diffuser sur la toile, le temps que tout le monde s'emballe. Et puis, d'ici quelques jours, on vont dire, voilà, c'est nous qui l'avons fait. On a même les vidéos, voilà, de les gens qui sont en train de le réaliser. Donc, voilà. Moi, je vous dis, pour moi, c'est un faux, celui-là. Vous voyez bien, hein, c'est pas net, hein. C'est pas du tout net, quoi. Non, clairement. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que effectivement, les vrais crop circles, ils sont, on dirait qu'ils ont été faits par ordinateur, tellement ils sont parfaits. Il y a rien qui dépasse. C'est ça. Voilà, comme s'il y avait effectivement une projection d'un rayon ou quelconque vu d'en haut qui fait ça par ordinateur et qui fait ça, qui trace parfaitement les lignes. Donc, mais c'est ce qui dérange, hein, c'est quelle est l'origine de ces crop circles, parce que ce qui est quand même cinglé, c'est que ça fait des années et des années et des années qu'on en parle. Des siècles. Voir effectivement les premiers des siècles, mais... Le premier témoignage qu'on a eu, c'était en l'an 1700, je crois. On a retrouvé dans un journal et même cette illustration. Ouais, c'était le cercle du diable, je crois. C'est ça, avec un diable, avec sa faux qui est allé. Mais voilà, on n'a toujours pas d'explication sur le sujet. Donc il y a l'explication ufologique, il y a l'explication aussi de l'armée, de l'arme secrète Oui. qui ferait ça. Ou alors les êtres de la nature, ou la matrice qui nous fait un petit clin d'œil. Et regardez ce crop, en plus, c'est d'une conception assez simple, parce que si vous regardez bien, en fait, c'est ni plus ni moins une rosace modifiée. Hein, vous prenez votre compas, hein, vous tracez un cercle, et en gardant le même écartement, vous allez tracer une rosace avec six pétales. Là, ils ont juste modifié les pétales pour leur donner cet aspect d'aile ou de lame, de scie circulaire, je ne sais quoi. Mais ça reste une conception basique, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un faux. Le premier de l'année, c'est un faux, malheureusement. Donc c'est pas le premier de l'année. Donc ça sera pas le premier, et donc c'est pour ça que Umberto viendra dans 15 jours pour nous partager des vrais, je pense, parce que là, voilà, c'est parti, hein, la saison est ouverte. Ah bah Mais voilà, si on tombe sur des vrais, on comparera avec celui-là, vous verrez. On voit tout de suite la différence. Michel, est-ce qu'on va avoir des crops dans ton film? Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Il y aura pas de crop. Des crops de glace, non? Mais il y aura quand même des allusions, je pense, à des intelligences terriennes que l'on ne connaît pas, mais pas forcément extraterrestres. Moi, c'est la vision que j'ai de tous ces phénomènes, hein. Même là, pour les crop circles, je suis pas sûr que ça soit extraterrestre. Je pense que c'est des messages terrestres qui sont pas forcément des messages, parce que nous, on s'attend à ce que voilà, ce soit des messages pour les humains, mais je suis pas sûr que ce soit effectivement pour les humains même. Je pense que ce sont des figures géométriques qui ont certaines fréquences, et que je pense qu'il y a certaines entités qui utilisent ces figures géométriques qui vont disposer à des endroits précis, un peu comme nous quand on construit une église à un point précis, orienté de telle manière avec voilà, orienté avec la Saint-Michel, on pose le bâton, on regarde l'orientation du bâton pour orienter notre église. Et je pense que voilà, ces intelligences qui créent ces crop circles savent ce qu'elles font, et ces messages sont pas forcément destinés aux humains, parce que tout le monde y va un petit peu de sa sauce en disant ben moi j'interprète de telle manière, un peu comme on parlait tout à l'heure des pareidolie. Pareidolie. Oui, j'ai du mal à le dire. Merci. Et voilà, je pense que ça fait partie des mystères que je trouve très intéressants, parce que je pense que c'est vraiment un phénomène terrestre et pas forcément extraterrestre. Comme des points d'acupuncture, un petit peu. Exactement. Tout à fait, ouais. Ok, intéressant effectivement comme réflexion. De toute manière, tu t'étais pas mal intéressé au sujet. Bien avant Vortex, tu avais fait un ou deux films. J'avais fait Les Gardiens de la Matrice, ouais. Les Gardiens de la Matrice. Qui était un court-métrage, ouais. Et puis tu avais fait un documentaire aussi avec Marc en 1948 sur... 1947, ouais, tout à fait. 47. Ouais. Donc voilà, c'est des sujets que tu maîtrises bien. Eh bien écoute, peut-être que tu en as entendu parler du prochain sujet. Ça se passe dans le désert libyque en Égypte, sur le site de Wadi Sora 2. Et je vais vous montrer ce qui se passe.
des mains non humaines dans la grotte des bêtes, donc sur le site de Wadi Sora 2. C'est Paris Match qui nous en parle, mais il y a plusieurs magazines qui en parlent. Hein. Donc c'est sur cette fresque pariétale où on retrouve un certain nombre effectivement d'empreintes de mains d'adultes. On va retrouver des bêtes. Voilà, j'ai enregistré l'image pour pouvoir vous la montrer plus précisément. Alors, ils appellent ça la grotte des bêtes à cause effectivement de ces grands humains qui sont présents là, qui ont soit ils ont fait du bodybuilding, C'est ce que j'allais dire, ils ont des trapézoïdes, un peu bodybuildé. comme on en rêve tous. Et puis ben, là on a les représentations des humains qui sont plutôt en mode homme allumette, on va dire. Voilà. Et il y a des traces de mains un peu partout. Et ils vont retrouver des traces de mains, ce qu'ils appellent les traces de mains d'enfants. Je ne sais pas exactement lesquelles sont, en tout cas elles sont beaucoup plus petites que les autres. Alors le site a été découvert il y a quand même longtemps, hein. Il a été découvert je crois en 2002. Et c'est une anthropologue, Emmanuelle Honoré, de l'Université libre de Bruxelles, qui depuis 2006 a essayé de comprendre d'où venaient ces mains d'enfants. Donc elle a travaillé avec pas mal de spécialistes pour en arriver à la conclusion que ben, ces mains-là, ce ne sont pas des mains d'enfants d'humains, c'est-à-dire que ce ne sont pas des mains de bébés, ce ne sont pas des mains de jeunes enfants, parce que les doigts sont disproportionnés par rapport à ce que seraient de véritables empreintes de bébés d'hommes, comme on dirait chez Rahan. Et donc du coup ils ont essayé de chercher d'où venaient ces mains. Alors ils se sont dit c'est peut-être des pochoirs qui ont été sculptés et puis ensuite qu'ils ont utilisés pour faire les empreintes. Alors pourquoi des pochoirs pour les mains d'enfants et puis pas des pochoirs pour des mains d'adultes? Bon, la théorie tenait pas, et au final ils ont déterminé que c'était des pattes de varan. Des pattes de varan du désert. Allez, je vais vous montrer le varan du désert, à quoi ça ressemble. Voilà notre varan du désert. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, effectivement, il a quand même une main assez humaine, hein, quand on regarde bien. Il a 5 doigts, pouce quasi préhensible, oui c'est ça. C'est vrai que on pourrait se dire, bon, on coupe l'avant-bras du varan, on en fait un pochoir et on le pose. Pourquoi pas? Moi, l'impression que j'en ai, et vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que eh bien, ces archéologues, ces anthropologues, lorsqu'ils tombent sur quelque chose vraiment d'inexplicable, ils essayent absolument de ramener une raison cohérente et cartésienne, même si en réalité ça colle pas. Voilà. Donc là, on pourrait dire, bah oui, ils ont pris alors, pas une patte de varan adulte, hein, du coup, une patte de bébé varan, parce que ça pourrait correspondre, le fait qu'ils aient des doigts beaucoup plus longs, ça pourrait correspondre. Mais pourquoi est-ce que nos ancêtres préhistoriques mettraient des pattes de varan comme ça en pochoir? Je sais pas, vous avez une idée? Est-ce que, en plus, les mesures correspondent vraiment? Est-ce qu'ils ont mis un varan qu'ils ont mis par-dessus pour voir si la taille correspondait vraiment, ou est-ce que c'est une supposition? Non, alors effectivement, pour le coup, effectivement, ça pourrait correspondre en termes de proportion à une patte de varan. Donc après, l'article ne me dit pas s'ils ont été découpés une patte de varan pour aller la coller, mais en proportion, ils ont travaillé avec des biologistes. Voilà, en termes de proportion, mais bon, tu vois, il aura fallu 20 ans pour découvrir que c'était des pattes de bébé varan. Bah, moi, en même temps, lorsque tu regardes sur la photo, là, tu vois bien que l'annulaire, il est de la même taille que le majeur, quoi. Mm.
Donc, est-ce que c'est aussi une caractéristique qu'ils ont retrouvée sur ces fameux pochoirs? Ouais. Bah, alors encore une fois, je suis incapable de repérer les. En plus, il n'y en a que 5 empreintes, donc c'est chercher Charlie. Hein. Par contre, moi, j'ai vu un beau Barbapapa à un endroit. Toi, t'as vu un beau barbe à papa? Oui, qui n'avait pas trop mangé, mais attends, il faudra que je te le retrouve. Alors attends, je vais repasser sur l'image. Un Barbapapa qui a fait un régime. Ouais, Un attends, barbe de truc là, où est-ce que je celui-là. l'ai vu? Ouais, celui-là, en plus, tu sais, avec. Ouais, celui-là, voilà. Avec les bras comme ça. Barbatruc. Barba truc. Mais moi, je sais pas. Moi, quand je vois ça, mon avis, c'est bon, c'est la vie, on va dire néo-évémériste. Hein. C'est que nos ancêtres côtoyaient les dieux. Mhm. Et les dieux ne ressemblaient pas à nos ancêtres. Et nos ancêtres n'étaient pas forcément teubés à pas savoir dessiner ce qu'ils voyaient. Et donc, quand ils se représentaient, eux, de façon proportionnée comme ça, eh bien, c'est que quand ils représentaient des bestiaux de cette taille-là, c'est que c'était des géants. C'était des entités qui, effectivement, par rapport à eux, petits humains, étaient largement supérieurs. Et c'est vrai que ces scientifiques-là, ils peuvent pas faire la jonction, c'est pas possible dans leur tête de se dire que, ben oui, ils ont peut-être raison sur le fait que ces mains-là ne sont pas humaines, mais elles sont pas animales non plus. C'est peut-être effectivement des mains de jeunes dieux, surtout que c'est une période où, si on prend les écrits d'Anton Parks et d'autres néo-évéméristes, les dieux étaient des reptiliens pour la plupart. Limite, ça pourrait coller. Mais ce serait aller dans des théories qui sont tellement touchy et tellement impossibles à concevoir pour la communauté scientifique qu'on va trouver voilà, la solution la moins horrible, la moins horrifique. Voilà, c'est mon avis, hein, c'est mon avis personnel. Mais c'est parce que aussi j'aime ces théories néo-évéméristes. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Voilà, la solution Vera, comme dans Scooby-Doo. Vera le Varan. Mhm. Valerio sort de ce corps. Ouais. Eh ben, Mais écoute, on voit hein, des. Je sais pas si tu peux te balader un petit peu sur l'image. Ouais, voilà, là, il y a deux mains là en haut à gauche, avec des toutes petites mains. ah oui, là, ici, là. Là, T'en ouais. as trouvé Ah oui. une, bravo. Et Ouais. recule un peu sur la gauche aussi, t'en as une autre. Pareil. Ouais, Voilà, là, ici, exact. là. Ouais. Là, Bon, vraiment. oui, effectivement, voilà, des mains d'hommes, et puis ces toutes petites mains qui pourraient être des mains de bébé, mais effectivement, les bébés, ils n'ont pas des doigts comme Aussi ça, fin, quoi. quoi. Mm. Voilà. Ouais. Et puis là, il y en a un avec un gros nez là qui nous regarde, qui nous fait un sourire. Encore des pareidolis. Il nous dit oui, vous allez trouver. Mm. Bon, voilà. Moi, je trouvais l'article intéressant sur cette interprétation qu'ont les scientifiques, et puis ils mettent plus de 20 ans pour trouver ça. Euh, euh, Ah, ils ont dû essayer toutes les pattes des bêtes, des bêtes du coin. Celle-là, non, c'est pas bon. Moi, je sais pas, au pire, je suis un homme des cavernes, je veux mettre mon trophée sur le mur, je vais couper une patte d'un lion que tu vois, que j'ai Mm. aussi, plutôt qu'une patte de bébé varan, quoi. C'est, ouais, j'ai eu un bébé varan. Bon, voilà. C'était un peu ça l'idée. Les amis, dites-nous ce que vous en pensez. On est ouvert à toutes les suppositions. Allez, tiens, il y a peut-être des choses qui se passent aussi en Antarctique, qui est le sujet de ta terra incognita, Michel. Et tu voulais revenir donc sur ce thème de l'Antarctique. On vous l'avait promis en début d'émission. C'est maintenant, Michel. Oui, parler un petit peu donc de l'histoire de l'Antarctique, parce que si j'ai choisi aussi donc ce, ce thème donc d'un savant qui part en Antarctique, c'est quand même un continent dont on ne sait vraiment pas grand-chose, quoi. Et Alors, Michel, juste oui, une petite précision pour les nuls en géo oui, et qui confondent tout le temps l'Arctique et l'Antarctique. oui. C'est lequel l'Antarctique? C'est le nord ou Pôle c'est le sud? sud. C'est le sud.
C'est le sud. Au début, moi, j'étais intéressé par le pôle Nord, je dois vous avouer. Et puis, au fur et à mesure, je me suis un petit peu documenté et j'ai trouvé que l'Antarctique était bien plus intéressant, bien plus mystérieux. Pourquoi? Parce que je vais vous parler un petit peu de ce continent qui a été découvert finalement très récemment. Donc l'Antarctique, ça vient du grec Antarktikos. Ça a été utilisé par Aristote et ça signifie l'opposé de l'Arctique. Et le continent a été aperçu pour la première fois de façon attestée, donc attention, en 1819 par le navigateur William Smith. Donc c'est vraiment ultra récent. Et on va voir un peu plus loin que il y a des preuves comme quoi l'être humain était au courant qu'il existait ce continent bien avant, évidemment, en 1819. Il y a des traces sur des cartes. Et puis, je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, les températures là-bas vont de moins de 20 degrés Celsius aux côtes à moins 70 degrés Celsius au cœur du continent. Et on a même enregistré des températures allant à moins 86 degrés Celsius. Et à cette température, en fait, le caoutchouc casse comme du verre et le pétrole, pour vous donner un petit peu une idée, le pétrole gèle à partir de moins 55 degrés. Donc, le continent fait l'objet d'un régime juridique depuis 1959 avec le traité de l'Antarctique, puis par le protocole de Madrid en 1991. Et c'est un territoire neutre, donc sans gouvernement, mais les États ont revendiqué des portions de territoire suite à leur découverte. Et en théorie, les activités militaires et l'exploitation des ressources y est interdite. Ils sont interdites. Le tourisme se concentre autour de la péninsule antarctique pendant l'été dans un cadre international strict et contraignant. Donc, si vous voulez faire un petit voyage en Antarctique, vous êtes obligé de passer par cette association internationale des voyagistes antarctiques qui vont vous faire visiter les petites côtes de l'Antarctique. Et puis, vous pouvez pas rentrer comme ça. Vous êtes obligé d'être un scientifique, faut avoir une autorisation spéciale en fait pour y aller. Et même les scientifiques n'ont pas le droit d'aller où ils veulent. Donc, à chaque fois, il faut qu'ils demandent une autorisation pour faire leurs recherches à des lieux très précis. Ils n'ont pas le droit de s'écarter des zones qui leur ont été données. Et, il y a donc un cadre juridique international pour toute expédition scientifique. Et ça veut dire que finalement, les USA, par exemple, peuvent faire appel à des entreprises privées dans le domaine de la défense pour pouvoir travailler en toute discrétion, puisque l'État entre guillemets, l'Antarctique n'appartient à personne. Les États n'ont pas à intervenir, mais par contre, ils peuvent faire appel à des entreprises privées. Et ça permet de contourner un petit peu le problème et puis finalement de faire toutes les activités qu'ils veulent, notamment pour l'armée. Il y a une forte activité sismique. Donc, 2 fois par jour, les sismographes enregistrent des secousses de magnitude de 7. Donc, c'est une puissance qui peut détruire une ville entière. Donc, ça bouge pas mal. Faut savoir qu'il y a des centaines de volcans en Antarctique. Et ça, c'est très intéressant parce que finalement, on va s'apercevoir que même si, comme je le disais tout à l'heure, les températures sont vraiment très, très basses, hein, eh bien, il y a des endroits où il y a des volcans. Ça veut dire qu'il peut y avoir possibilité de vie et même de, de, De euh, bah, de, végétation, de D'eau végétation et chaude, puis de faune et de fleurs. voilà, d'humains qui peuvent s'installer et qui finalement, dans certaines parties des grottes, par exemple, et qui pourraient habiter carrément là-bas, quoi. Justement, en 2017, l'Université nationale australienne a découvert un important réseau de grottes sur l'île de Ross. Et on s'est aperçu qu'il peut faire très chaud dans ces grottes. On estime en général, dans certaines grottes, il fait 25 degrés Celsius. Et on a découvert aussi en 2017 de l'ADN de plantes, d'animaux et d'autres ADN qu'on n'a pas pu identifier. Et en dépit des températures glaciales de l'Antarctique, la chaleur dégagée par la vapeur émanée des volcans peut rendre les grottes propices à la vie du fait de la lumière qui filtre à travers la glace quand la glace est peu épaisse. Donc finalement, il peut y avoir des conditions de vie, non seulement pour les espèces animales, végétales, et puis il peut y avoir des humains qui y vivent depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années. Mhm. Et comme je le disais tout à l'heure, même si ça a été découvert
en 1819 de manière officielle donc ce continent, on a retrouvé des cartes, notamment la carte de Piri Reis. Donc, l'histoire de cette carte de Piri Reis, c'est en 1929, un directeur des musées nationaux a fait un inventaire du musée Topkapi à Istanbul et il découvre 2 cartes du monde, dont celle du navigateur Piri Reis de 1513 et qui serait en fait une sorte de mix de 20 cartes secrètes et anciennes, dont une carte qui a été établie par Christophe Colomb. Et il révèle que les cartes proviennent de la bibliothèque d'Alexandrie. Et ce qui est intéressant, c'est que cette carte a été analysée par 5 scientifiques américains et qui sont tous unanimes. L'élaboration de cette carte est impossible et hors de son temps au regard des connaissances de cette époque. Donc on y voit par exemple l'île Marajo, qui ne sera découverte qu'en 1543, ou encore les îles Malouines découvertes en 1592. Les Andes étaient encore inconnues et un bout de la côte de l'Arctique qui est relié à l'Amérique du Sud. Et donc, entre moins 18 000 et moins 11 000 avant Jésus-Christ, le continent arctique a bénéficié de phases de réchauffement climatique, entraînant la disparition de toute une partie des glaces sur des périodes suffisamment longues pour permettre le développement de la faune, de la flore et même l'installation de civilisations, comme je disais tout à l'heure. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que cette carte n'est pas unique. Donc, cette carte, elle date de 1513. Et on a découvert une autre carte du monde qui a été faite par Oron Sphine. Donc, c'était un astronome, mathématicien, géographe, cartographe français, qui lui a établi une carte en 1531. Et il a coordonné les informations données par des navigateurs pour les mettre au service du public, en fait. Et ce fameux Oron Sphine n'était pas n'importe qui, parce qu'il a été appelé par François Ier en 1531 pour faire partie des savants du Collège de France. Donc, il faisait vraiment partie des savants français, vraiment les plus à la pointe. Et il a dessiné l'Antarctique, donc à l'époque ça s'appelait Terra Australis Re, avec une grande précision par rapport à notre cartographie actuelle. Et là, on se demande comment il a fait aussi. Donc, il a dessiné aussi la pointe de l'Antarctique qui touche presque l'Amérique du Sud. Et enfin, Mercator, dans son atlas de 1569, montre l'Arctique avec des parties encore plus précises qu'Oron Sphine. Donc là, on est vraiment... Toutes ces cartes datent du XVIe siècle et on est vraiment étonné en fait par la précision de ces cartes qui est vraiment fabuleuse. Alors que ce continent a été, comme je le disais tout à l'heure, découvert en 1819, bien plus tard, de manière officielle. Et il y a donc plusieurs personnes qui se sont penchées là-dessus, et le professeur Charles Hapgood, américain, estime que l'Antarctique a été visité et peuplé par l'homme à une époque où il n'était pas censé exister. Donc voilà, ça pose vraiment plusieurs questions de bon nombre de questions sur ce continent. Et finalement, à partir la fin du 19e siècle, donc la période qui m'intéresse, moi, pour Terra Incognita, il y a eu la première expédition en Antarctique par le Belge Adrien de Gerlache. Et il y aura à partir de cette époque, donc à partir de 1898 jusqu'en 1958, il y aura en tout 21 expéditions qui seront faites là-bas en Antarctique. En 1911, il y a eu Amundsen qui découvre le pôle Sud. Alors, faut bien distinguer en fait l'Antarctique avec le pôle Sud qui a été découvert un peu plus tard, donc en 1911. Et il y avait donc deux personnes qui ont fait de différents pays en fait qui ont fait une expédition. Il y a donc eu Amundsen et Scott. Et l'expédition de Scott a retenu le plus l'attention du public parce que les hommes sont morts de faim et de froid dans leur tente. Mais Amundsen avait découvert le pôle Sud quelques jours avant, 33 jours avant Scott, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur ce continent, il y a le nom d'un plateau qui s'appelle le plateau Rockefeller et qui a été attribué, puisqu'il fait une hauteur de 666 mètres. Alors, c'est assez rigolo, encore le chiffre 666 attribué à Rockefeller. Ensuite, une date qui est assez importante, c'est l'expédition de Byrd, mais pas celle de 1947 qu'on connaît tous, qui a été vraiment assez médiatisée, surtout de nos jours, où on parle beaucoup de... Ouais, la fameuse opération High Jump. High Jump, tout à fait. Mais en fait, Byrd était allé en Antarctique en 1929 déjà. Il avait survolé
le pôle quelques années donc auparavant. Et l'expédition avait été financée par Rockefeller et Ford. Mhm. Et l'expédition était constituée de 2 bateaux, 3 avions et bien sûr du personnel. Donc il y avait déjà la volonté d'amener pas mal d'équipements à l'époque, même si l'expédition de 1947 était bien plus imposante. Et cette expédition de 1929, elle va durer 1 an. Et il y installe en fait la première base américaine près de la barrière de Ross. Et Byrd est équipé d'un matériel radio de pointe qui permet une communication avec New York à 18 000 mètres, à 18 000 kilomètres, pardon, de distance. Donc c'est vraiment un exploit à l'époque, c'est un record, faire en fait d'une communication radio sur 18 000 kilomètres de distance. Et ils ont aussi une caméra de pointe. Euh, il y a un auteur qui s'appelle Charles Berlitz qui a sorti un livre en 1974 et il fait état en fait d'une communication radio qui avait été faite par Byrd en 1929, donc quand il essayait de communiquer avec, quand il a communiqué avec New York. Et lorsqu'il survole une partie des terres, il dit qu'il découvre une terre sans glace avec de la végétation, des lacs, des animaux ressemblant à des buffles et des mammouths. Donc, avant même en fait l'opération High Jump, parce qu'on en parle déjà, on en a parlé en 1947, qu'il aurait soi-disant vu des espèces animales comme des mammouths, des buffles. En 1929 déjà, il l'avait déjà constaté. En fait, Michel, c'est exactement ce dont on parle dans l'article de Marie Roca qu'on a sorti dans Génération Cité d'Or, le numéro 9, sur les traces de l'amiral Byrd, deuxième partie. Je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de le lire, où c'était Marie cite un article de Jean Brun de l'hebdomadaire Nostra, le numéro 425 du 29 mai 1980, je vous donne les références si vous voulez les retrouver, où je vais vous lire le passage rapidement, où il dit « Byrd, accompagné d'un capitaine de vaisseau et de 2 quartiers-maîtres, marchait depuis des heures sur la banquise, escaladant les moutonnements chaotiques des glaces éternelles, dévalant de dangereux à pics plus périlleux qu'un rocher vertical, et soudain, du haut de la falaise blanche où l'expédition était parvenue au prix de 1000 dangers, ils découvrirent un spectacle inoubliable. Sous leurs yeux médusés s'étendait une longue vallée étroite et profonde, couverte d'une végétation luxuriante et apparemment baignée d'un chaud soleil permanent. Une véritable oasis de vie au milieu du grand désert de glace. D'un geste machinal, Richard Byrd consulta son thermomètre, moins 58 degrés. Son adjoint, le capitaine Fitton, nota sur le journal de marche le 14 juin 1926 à 74 mètres d'altitude à 12h08. Tout à fait. Les 4 hommes se mirent à dérouler les échelles de corde pour rejoindre la merveilleuse prairie qui s'étendait à une centaine de mètres en contrebas au pied de la muraille de glace au sommet de laquelle ils se trouvaient. Après une longue heure de descente, ils avaient changé de monde. Une plaine où régnait une végétation prolifique et presque paradisiaque s'étalait devant eux. La chaleur douce et pénétrante, là le thermomètre indiquait 19,8 degrés, les obligea à quitter leur équipement d'explorateurs polaires. Sous leurs pieds, ils foulaient une herbe drue et grasse. À perte de vue, en croyant à peine leurs yeux, Byrd et ses compagnons apercevaient des petits ruisseaux coupant les herbages naturels des lacs des collines boisées. À 1500 mètres environ, ils virent une tache brune qui se déplaçait lentement. Jumelle braquée, Richard Byrd observa un animal massif au pelage brun qui entra dans un fourré. Un animal qui ressemblait étrangement, c'est ce que tu disais, à un mammouth. Hélas, il fallait arrêter là l'exploration de ce jour. La fatigue de chacun, le manque de vivre, l'épuisement des accumulateurs, des radios faisaient un devoir aux chefs de détachement d'ordonner sans perdre un instant le retour à leur campement de base. Après avoir repris quelques forces et renouvelé leurs équipements, Byrd et ses compagnons prirent de nouveau la route pour tenter de retrouver ce qu'ils appelaient entre eux le paradis perdu. Malheureusement, il leur fut impossible de retrouver la vallée. C'est tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, 1929, il y a eu des diffusions radio en direct. Et il y a des personnes qui se souviennent en fait d'une diffusion radio en direct où Byrd a décrit tout ça. Mais on n'arrive pas à retrouver ces documents. Par contre, il y avait une journaliste judiciaire américaine qui s'appelle Emily Ingram, qui habite Miami, et elle a témoigné sur cette fameuse émission radio. Elle était encore enfant, et elle s'en rappelle parfaitement parce que ce jour-là, son père était tombé du toit en essayant d'installer la grosse antenne de réception parce qu'il fallait une grosse antenne en fait pour capter ces émissions radio. Et Byrd était surpris de découvrir de l'herbe, des fleurs, des élans et même des gens qui étaient eux-mêmes surpris de voir l'avion les survoler. Et
donc cette journaliste se souvient qu'elle avait même elle en a même parlé avec ses voisins qui avaient eux aussi entendu l'émission et cette émission a ensuite été coupée en direct. C'est-à-dire que pile au moment où il a révélé qu'il commençait à avoir des gens, eh ben, l'émission a été coupée. Et donc les voisins eux aussi essayaient ils se disaient bah ça vient, il y a sûrement un problème avec notre antenne, etc. En fait, ça venait pas d'eux parce que les autres voisins aussi avaient le même souci en fait. Il y avait déjà une censure à l'époque. Tout à fait, ouais. Et la journaliste a ensuite essayé de contacter la famille de Bird pour avoir plus de détails, parce que c'est vraiment quelque chose qui l'intéressait. Elle n'a jamais eu de réponse. Mais il faut savoir que quand elle a essayé de contacter la famille de Bird, elle a essayé de contacter le sénateur Bird. Donc, il faut voir que toute la famille de l'amiral Byrd, qui était aussi franc-mac, etc., voilà, ils n'avaient pas de raison de parler de cet événement, quoi. Donc, même, ils sont restés, mais même quand Byrd, à chaque fois, il faisait des déclarations aussi bien à des journalistes de presse écrite que à la télévision, à chaque fois, il restait très énigmatique, très mystérieux, avec des phrases à double sens, en fait, pour brouiller un petit peu les pistes. Et on ne savait pas trop, en fait, ce qu'il voulait dire. Et Byrd, normalement, avait fait un rapport sur cette expédition de 1929. Il y a un rapport qui faisait 100 pages et décrivait cette aventure. Et ce rapport a disparu des bibliothèques parce qu'il était en plusieurs exemplaires et il est introuvable de nos jours, malgré les nombreux témoignages de personnes qui ont lu ce rapport, hein, qui sont allées dans les bibliothèques, qui ont lu ce rapport. Ce rapport a disparu en fait des bibliothèques. Il est introuvable de nos jours. Mm. Ensuite, il y a une autre expédition en Antarctique de 1933 à 1935, toujours avec Byrd en fait. Et Byrd a déclaré donc à un journal de presse écrite, le Berkeley Daily Gazette, tenter d'explorer une terre non explorée aussi grande que les États-Unis et le Mexique réunis par un vol au-delà du pôle cette fois, car là se situe une grande zone inexplorée. Et il a bien insisté sur le fait que c'est une terre au-delà de l'Antarctique. Et normalement, ça semble impossible parce que tu te dis après l'Antarctique, il n'y a rien. Enfin, tu fais le tour de la Terre. Et lui, il parle en fait d'une Terre qui représenterait quand même la taille des États-Unis plus du Mexique. Mm. Alors là, ça pose aussi un grand point d'interrogation parce que le problème, c'est qu'il fait le même type de déclaration. Sur le coup, tu te dis, bon, il a peut-être fait une erreur, c'est peut-être à interpréter dans un autre sens. Peut-être qu'il y a une erreur de traduction, tu sais. Et puis, le problème, c'est qu'il a fait le même type de déclaration quelques mois après, donc le 7 septembre 1933, là, dans le Daily Chronicle, il parle cette fois d'un immense continent qui est situé au-delà du pôle Sud, et il dit un continent en plus de celui découvert avant, pour déterminer si cette terre glacée est, avec un climat aussi tropical que l'Inde. Donc, c'est quand même incroyable, en fait, de telles déclarations. Donc, ces expéditions, tout ça pour dire qu'on parle beaucoup de l'opération High Jump de 1947, mais il y a quand même des choses à creuser sur les années précédentes. Il y a eu aussi une autre expédition de 1939 à 1941 en Antarctique qui a été financée cette fois-ci par le gouvernement américain sous ordre de Roosevelt, consécutive à la connaissance d'expéditions secrètes nazies. Et il y a juste le New York Times qui relaie l'info dans un encart et elle indique la découverte d'une base nazie en Antarctique. Et en 1939, il est aussi relayé dans divers médias que les Allemands ont découvert toute une série de lacs d'eau chaude révélant qu'il existe bien des microclimats hospitaliers en Antarctique. L'étendue du territoire correspondait à la surface de la Grèce, du Portugal et de l'Irlande réunies. Par contre, donc ça fait quand même une sacrée surface pour s'installer, quoi. Tu vas faire plaisir aux platistes, Michel. Il y en a certains Oui, peut-être. Oui, il y a cette théorie où en fait l'Antarctique ne serait pas un continent, mais un mur de glace qui entourerait tous nos continents. Et au-delà, il y aurait d'autres continents. Voilà. Et donc ce territoire revendiqué par l'Allemagne nazie, s'appelle le Neue Schwabenland. Et il faut savoir que donc ces expéditions à double casquette, ce sont des expéditions à double casquette parce que Byrd a été approché par les Allemands pour participer à l'expédition de Richter, qui est donc un Allemand. Il a donc rencontré l'expédition allemande à Hambourg, sous invitation de la société allemande. Et Byrd a même rencontré l'équipage à cette époque et il a refusé
Donc ça, c'est ce qui est raconté, que Byrd a refusé en fait de participer à l'expédition allemande. Mais c'est quand même incroyable que dans cette période, tu t'aperçois que les Américains et les Allemands finalement se sont rencontrés, ont discuté de ça. Tu vois, les deux équipages se sont rencontrés, quoi. C'est Donc, les fameuses supposées bases des Haudebout. C'est l'expédition de l'amiral Byrd hein, qui a mal tourné, je crois, hein, parce que quand il est revenu, il est parti quand même avec toute une flotte. Je crois qu'il y avait, je ne sais plus combien c'est de ça, il y avait croiseurs. 4700 hommes, C'est 4700 hommes ça. Et ils en sont revenus un petit 1947. peu, comme on dit, la queue entre les jambes, quoi. Oui, voilà, tout à fait. Bah, là, je vais en parler rapidement. En Mhm. fait, c'était l'opération High Jump de 1947. Il y avait 4700 hommes, deux navires de soutien, deux brise-glaces, 33 avions et un porte-avions. Donc, il y avait quand même du matos. Et l'opération s'est déroulée durant l'été austral. Donc, le but était soi-disant de tester le matériel dans des conditions glaciales extrêmes. Alors qu'en fait, ça correspond pas du tout parce qu'ils sont partis dans des conditions où c'était l'été austral. Donc, Mhm. il y a déjà un problème. Et puis, on s'est rendu compte il y a eu un rapport quand même qui a été déclassifié qui s'appelle Army Observer Report of Operation High Jump, qui révèle qu'il s'agit bien d'une opération militaire pour étendre la souveraineté des États-Unis et développer des bases. Et l'aspect soi-disant scientifique donc de cette expédition n'arrive qu'en toute dernière position. Donc, c'était vraiment le but n'était pas du tout une expédition scientifique comme c'était C'était une révélé opération un petit peu partout. militaire, quoi. Mhm. Et il y a même des journaux de l'époque qui ont confirmé cela, hein, que c'était vraiment une opération militaire. Donc, pourquoi apporter tant de matériel, tant d'hommes, 4700 hommes quand même, je sais pas, c'est énorme, Sacrée 33 logistique, quoi. avions. Mhm. Voilà. Alors, est-ce que c'était pour... Bah, ça ressemble à une force d'invasion quelque part. Parce qu'en en définitive, allez, il y a trois solutions. Soit Bird a tout mitonné. Et donc il a fait encore plus fort que H.G. Wells sur son canular radiophonique. Et aujourd'hui on en parle encore. Soit effectivement il a trouvé l'entrée d'une terre creuse. Et donc l'idée, on arrive avec une force de frappe assez conséquente pour montrer que sur la surface on est un peu les maîtres du monde. Soit à la fringe, ils ont trouvé tout simplement un portail qui leur permet de... Alors c'est pour ceux qui portent un peu de crédit aux théories de monde parallèle et la possibilité effectivement de trouver des entrées qui permettent de passer d'un monde à un autre. Et là ça expliquerait le fait que effectivement s'ils rentrent sur une terre jumelle à la fringe où on va retrouver des continents immenses comme on a sur notre propre terre. Voilà. Alors, justement dans cette optique, vous connaissez la journaliste Linda Moulton Howe, qu'on voit régulièrement en fait dans des émissions sur les ovnis. C'est une journaliste qui a pas mal bossé aussi sur les mutilations animales. Donc c'est vrai qu'on la voit beaucoup dans des émissions sur les ovnis depuis pas mal d'années. Et je crois que c'est en 2017, donc c'est assez récent, elle a reçu un email d'un officier de la marine qui était âgé de 61 ans et qui est allé en Antarctique. Et son équipage a découvert des choses étranges sur la période de 1984 à 1987. Donc, cette personne qui lui a écrit, donc cet officier de la marine, plusieurs fois, lui et son équipage ont observé des disques d'argent filant dans le ciel et avec des rotations à 90 degrés. Ils se déplaçaient en formation et ils s'arrêtaient soudainement près des sommets de l'Antarctique. Et il dit avoir vu l'entrée d'une base. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, il existe une interview que j'ai écoutée tout à l'heure encore sur YouTube où il décrit vraiment en détail ce qu'il a vu, ce monsieur, parce qu'il y a une émission radio qui a été consécutive, parce qu'en fait, juste après ces emails, bah, en fait, la journaliste lui a proposé de faire une émission radio où il décrit vraiment en détail ce qu'il a vu. Et puis, il a vu d'autres choses qui étaient vraiment intéressantes, notamment parce qu'il faisait des allers-retours que je me souvienne le nom, je le dirai tout à l'heure. Ouais, McMurdo et le pôle Sud, en fait, il faisait des transports pour. Il emmenait des scientifiques pour faire des opérations là-bas. Donc, il faisait régulièrement des allers-retours. Et puis un jour, il emmène une quinzaine de scientifiques là-bas au pôle Sud. Et
la loi disait que, en fait, quand on n'a pas de nouvelles tous les jours, en fait, les scientifiques doivent faire un rapport en disant, oui, tout va bien, aujourd'hui, on a fait ça, ça, ça. Et si pendant 2 jours consécutifs, on n'a pas de nouvelles, bah là, on envoie directement une équipe sur place pour essayer de voir ce qui se passe. Et justement, c'est ce qui s'est passé pendant 2 jours consécutifs. On n'a plus de nouvelles de cet équipage qui était quand même une quinzaine de personnes. Donc, on est retourné sur place. Enfin, ils sont retournés sur place plutôt. Et là, c'est étrange parce que rien n'avait été bougé. En fait, la radio fonctionnait parfaitement bien, donc l'équipe ne comprend pas ce qui s'est passé. Les motoneiges étaient toujours là, mais tout l'équipage avait disparu. On se demandait qui leur était arrivé. Et pendant une semaine, on n'a pas eu de nouvelles. Et puis, une semaine après, ces fameux scientifiques ont donné des nouvelles, ont dit, écoutez, venez nous chercher, ils ont été très très brefs, venez de toute urgence nous chercher. Donc on a fait décoller des avions, on a été les chercher sur place, et puis on a essayé de voir ce qui se passait. Donc on a fait décoller des avions qui ont fait qui ont observé, qui ont fait des cercles tout autour de la zone pour voir s'il y avait quelque chose d'étrange. Non, il n'y avait absolument rien, aucune trace en fait extérieure. Et puis, en fait, quand on a rapatrié cette équipe de scientifiques, ben, ils semblaient tous terrorisés. Il n'y a personne qui a accepté de parler, de dire ce qu'ils avaient vu. Ils étaient tous choqués. Et on a également demandé aux sauveteurs, donc ils sont venus les chercher, de ne pas parler de cette histoire. Et on n'aura pas demandé par contre de signer un accord de non-divulgation. Tout l'équipement qui était sur place, qui coûtait vraiment des milliers de dollars, a été laissé sur place. Et on n'a jamais pu en fait avoir des témoignages des scientifiques qui ont été qui ont vécu apparemment quelque chose de traumatisant parce qu'ils ont tous refusé de parler. Et voilà, ce témoin donc, qui raconte cette histoire avait quand même effectué 4000 heures de vol à décharger sans arrêt des cargaisons en Antarctique, donc il connaissait bien en fait ces scientifiques et tout ça. Donc il a essayé plusieurs fois de leur parler, et en fait, à chaque fois qu'il essayait de parler à une de ces personnes, il regardait le sol, et ils ont même refusé de dire un seul mot, quoi. Donc voilà, c'est un témoignage aussi qui est assez intéressant. J'ai retrouvé là pendant que tu discutais bien une des photos qu'on a bien, justement mise dans le numéro 9 de Génération Cité d'Or. Je vais vous la partager. Tu vas voir, c'est assez surprenant. En fait, moi ce que je vous conseille, hein, c'est si vous avez un peu de temps à perdre, de la même façon qu'on vous l'a dit sur Mars avec le Google Mars et puis tous les outils qu'on vous a présentés pour aller inspecter un petit peu ce qu'il y a, et bien pareil avec Google Earth, si vous allez traîner un petit peu sur l'Antarctique, vous allez y découvrir bien des choses un peu surprenantes. Et là, tu vois, ça se passe au nord, sur la partie nord de l'Antarctique, sur ce qu'on appelle l'oasis de Bunger. Nord dans quel sens, Antoine? Parce que le nord en Antarctique, c'est... Oui, bah le haut, le haut du continent. Le haut, mais de quel côté? Du côté, de notre côté. Du nord, quoi. C'est-à-dire Ok. que si tu continues, tu vas sur Paris. Voilà. Paris, Ok. Paris est là. D'accord. On va dire ça. Du coup, ici, là, il y a une espèce de petit océan intérieur. Bien, c'est justement parce qu'il y a des eaux chaudes. Hein, c'est ce que moi j'avais découvert en montant cet article à l'époque. Eh bien, quand tu traînes, hop, tu commences à zoomer un peu sur toutes les parties. Et ici, moi, j'avais repéré une structure qui n'était pas naturelle. Alors là, on la voit assez mal parce que c'est pixelisé, mais tu vois ici, je l'avais agrandi. Et très clairement, il y a 3 plateformes et une entrée de grotte qui est tout à fait artificielle. Parce qu'en plus, en termes d'échelle, là, on est sur 30 mètres. Et il y en a plein. C'est plus vous cherchez. Il y a le professeur Ralph von Fraise de l'Ohio de State University qui a découvert des trous immenses en Antarctique. Donc j'ai même les coordonnées, on pourra les mettre si tu veux sous la vidéo, de latitude et longitude de ces 2 photos en fait que tout le monde peut observer avec Google Earth. Et on les voit régulièrement ces photos en fait dans des articles de... Bah, tout à fait. Mais on en avait trouvé nous aussi qu'on avait mis dans le numéro 9.
Donc voilà, il y a des choses. Hein. C'est clairement avec tout ce que tu as décrit, on peut pas dire qui cache pas des choses là-bas. C'est pas possible. Alors après, on va être traité de complotiste, hein, mais Ben, en c'est pas fait, grave. moi, ce que je trouve, sans même rentrer dans certaines théories, on ne sait pas exactement ce qu'il y a là-bas, mais T'es quand faut même savoir rentré que sur pas mal de théories là, quand même, hein, depuis 20 il y a quand minutes. même un territoire qui représente l'Europe plus une partie des États-Unis. Donc, c'est un continent qui est tellement gigantesque Mm. que forcément, donc, il y a des zones. Ça a été prouvé scientifiquement quand même qu'il y a des zones avec des grottes quand même où il fait 25 degrés Celsius. Il est tout à fait possible d'y habiter, quoi. Mm. Donc, quand on imagine un territoire aussi vaste, quand même, un territoire, parce que moi, j'ignorais en fait la taille de l'Antarctique, je savais pas que c'était aussi grand, quoi, mais c'est gigantesque. Faut imaginer comme si on devait explorer l'ensemble des États-Unis plus une grande partie de l'Europe et qu'on connaissait absolument rien de ces territoires, quoi. Donc, C'est ça. Une c'est pas belle terre, visiter une petite île, quoi. une belle terra incognita, Michel. Voilà. Oui, bah, du coup, on n'est pas étonné hein, que tu aies mis l'intrigue de ton film, parce que c'est vraiment la porte ouverte à l'imagination fertile de tout bon scénariste. Hein. Tout à fait. Et puis c'est symbolique parce qu'on se dit que quelque part, bah, connaît très peu de choses sur notre planète encore de nos jours. C'est ça. On Même essaye s'il y a de. énormément de gens qui nous disent oui, mais maintenant on est avancé scientifiquement, on connaît beaucoup de choses. Quand tu vois des territoires comme ça qui sont immenses, non seulement on n'a pas le droit d'y aller, et en plus on connaît très très peu de choses, même les scientifiques avouent qu'ils sont un peu perdus, et ils ont trouvé quand même des traces d'ADN en 2017, ils savent pas ce que c'est. On est quand même, voilà. Et tu sais l'endroit le plus inexploré sur Terre? Ouais, vas-y. Les océans, Oui, oui, qui oui, tout à fait. recouvrent plus de 70% du globe et on n'en connaît que, je crois, 2% Voilà, plus on a découvert récemment qu'il y avait un océan sous la sous croûte les terres. terrestre, Ouais. qui ferait 3 fois le volume de ce qu'il y a à la surface. Donc, Voilà, tout à fait. on envoie des Donc, sondes sur Mars, des Curiosity, des Explorers, alors qu'on connaît même pas entièrement notre Terre. Mm. et il se peut que là, justement, avec certaines parties de la Terre, avec le réchauffement climatique, mettent en lumière en fait certaines civilisations disparues, quoi. Ça serait super Euh, intéressant. Malheureusement, voilà, comme on n'a pas le droit d'aller en Antarctique, sauf avoir certaines dérogations réservées à des scientifiques, bah voilà. Ça me Il y a rappelle peu de ce chances que livre. ça arrive jusqu'à nous. Ça me rappelle le livre de. Ah, j'ai un trou. Euh, C'est cette histoire où il découvre une civilisation sous la glace qui a je ne sais plus combien de milliers d'années. Barjavel, C'est Barjavel, La Nuit des Oui. Temps. la nuit des temps. Mm. Merci Antoine. Voilà. Mm. Mm, Le meilleur livre d'anticipation mm, mm. française du XXe siècle. Tout à fait. En tout cas, messieurs, bien, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on est sur une très très grande émission. L'IA, on lui dit ciao, on en parlera la semaine prochaine. Comme ça, j'ai mon article la semaine prochaine, c'est parfait. La semaine prochaine, ce sera Florinette qui te remplacera, qui nous fera le plaisir de m'accompagner pour la numéro 39, Mimi 39. Et Florinette, que vous allez pouvoir retrouver dès lundi 14 h en avant-première sur les fleurs de bac au quotidien, leur utilisation au quotidien. Parce que voilà, on a tous des petites idées un peu préconçues de ce que sont les fleurs de bac et vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez puissant. Voilà. Michel, ben, on a été super content, super ravi de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, Ouais. voilà, t'as encore une fois, tu as fait un boulot, et je sais que c'est pas fini, mais déjà un boulot monumental. Bravo à toi. Il y a encore du Les- boulot. Ouais. et il y a encore du boulot, c'est clair. Les gens qui voudraient voir Vortex et qui l'ont pas encore vu, comment est-ce qu'ils font? Ils vont sur Vimeo On Demand ou alors ils vont tout simplement sur vortex-lefilm.com. Voilà. C'est beaucoup Ah plus bah, simple même que d'aller sur Vimeo parce qu'ils vont avoir en fait plein de choses sur le film. Ce sera plus intéressant. ok. Mm. Donc vortex-lefilm.com, de toute manière, le lien est dans la description. Eh bien, on te souhaite bon courage. Passe un Merci. bon été de labeur, parce qu'il va y avoir encore beaucoup de boulot. Jérôme, eh bien, on se dit dans 2 semaines. Dans 2 semaines.
Avec Umberto. Pas de Avec souci. Umberto. Comme ça va te permettre de bien potasser plein de sujets nouveaux pour dans 2 semaines. Exactement. Et puis les amis, eh bien, on vous embrasse, on vous remercie d'être restés jusqu'au bout de cette très belle émission. Passez un très très bon week-end. Profitez de votre week-end, sortez, respirez, prenez l'air. Et puis on se dit à la semaine prochaine sur Miasme TV. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Léa, c'est toi qui as frappé à ma porte? Non, tu m'as fait peur. Mais j'entends des bruits étranges. Tu as vu cet immense dirigeable dans le ciel en pleine nuit par cet orage? Non, je n'ai rien vu. Ici, on allait faire un tour dans cette maison. Je crois que le professeur nous cache bien des choses. Des appareils qui fonctionnent la nuit? À quoi peuvent bien servir toutes ces machines? Ça doit consommer énormément d'électricité. Je crois que l'immense tour en métal dehors restitue ici l'énergie de la foudre.